Le Royaume de Danemark rompt ses relations diplomatiques avec le Mali en fermant son ambassade basée à Bamako. Les autorités danoises dénoncent la limitation des possibilités d'action dans la région sahélienne due au coup d'État militaire. L'Organisation des Nations Unies alerte sur la montée du niveau des mers jamais atteint depuis 3 décennies. En marge du Forum des îles du Pacifique, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lance un SOS mondial. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. Fin des cycles judiciaires pour Bakary Togola et ses co-accusés dans une affaire de 7 milliards de francs CFA dans le cadre de ses activités en tant que président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. La justice a condamné Bakary Togola, Soloba Madi Keïta, Tiassé Koulibaly, Drissa Traoré et Seydou Koulibaly, chacun à 5 ans de prison ferme et à une amende de 10 millions de francs CFA. Parmi les chefs d'accusation figurent l'atteinte aux biens pour un montant de plus de 7 milliards de francs CFA au préjudice de la Confédération. Les détails à suivre dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais tantôt dans les titres, le Danemark a annoncé la fermeture de ses ambassades au Mali et au Burkina Faso et l'ouverture de nouvelles ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda. Cette décision a été communiquée par le ministre danois des Affaires étrangères ce lundi 26 août 2024, Ramata Traoré et Aïssata Touré. La fermeture des ambassades du Danemark au Mali et au Burkina Faso marque une étape importante dans sa politique étrangère, mettant en lumière les défis complexes des relations internationales dans des contextes de crise. Il prévoit également de consacrer plus d'1 milliard de couronnes, 134 millions d'euros, soit 87 milliards 862 millions 42 268 000 francs CFA à des projets bilatéraux dans le domaine de l'eau, avec un budget de 425 millions de couronnes pour 2025. Le Danemark s'engage ainsi à poursuivre ses efforts humanitaires dans les pays concernés. Des programmes spécifiques seront mis en place pour améliorer les conditions de vie de ces régions. Ainsi, une volonté de continuer à répondre aux besoins des populations malgré les défis politiques. La commune 1 du district de Bamako a accueilli les activités de nettoyage et de curage de caniveaux de la 3e édition de l'opération Hivernage Tour. Cette initiative du groupe touriste dirigé par Fatoumata Batuli Nyana. C'était ce samedi 24 août 2024, plus précisément à Bankoni, Flabougou. Un reportage de Fatoumata Dogoni. Cette fois-ci, les activités de la 3e édition de l'Hivernage Tour du groupe Toulis ont été réalisées en commune 1 du district de Bamako, précisément à Bankoni Flabougou, en présence des forces armées maliennes et des autorités de la dite commune. La mairie a été inondée pendant cette période hivernale. Vraiment, parce que on est dans le besoin. Je suis très heureux car c'est fait au moment où on a plus d'aide pour nettoyer et curer les caniveaux. Nous remercions tous les groupes d'avoir pris l'initiative de nous assister au moment opportun. Cette action de nettoyage s'est produite l'année passée aussi. Nous invitons les populations à ne pas déverser les ordures dans les caniveaux. Les populations sont sorties massivement pour aider les organisateurs de cette activité dans leur projet de nettoyage et de curage. Cela fait 3 ans que tout le groupe fait cette activité d'assainissement et ça continue toujours. Nous ne pouvons qu'apprécier cette initiative. On est dans ce travail il y a plus de 3 ans.
dans le but d'aider la population. L'État seul ne peut rien faire. Il faut toujours être ensemble pour bien mener une activité. Il ne suffit pas de trop parler. On doit cesser de parler et se mettre au travail sans accuser le gouvernement. Travaillons ensemble pour que ce travail soit bien fait. Nous appelons les parents ainsi que le maire de la commune pour nous appuyer dans cette activité. À la fin des travaux, la représentante de Batouli a invité toute la population à œuvrer pour le développement du Mali. Un rapport de l'agence onusienne sur le climat révèle que le niveau des mers s'est accru de quelques 15 cm dans certaines zones du Pacifique depuis ces 30 dernières années. La moyenne mondiale est à 9,4 cm selon ce travail de recherche. Dans cette optique, l'ONU lance un SOS mondial sur la montée des eaux dans le Pacifique. C'est mardi 27 août 2024 au Forum des îles du Pacifique à Nuku-Alafo, capitale des îles Tonga. Ibrahim Touré pour plus de détails. Je suis au Tonga pour émettre un SOS mondial sur l'évolution du niveau des mers. Une catastrophe mondiale met en péril ces paradis du Pacifique. Sauvez nos mers. Tel est le cri d'urgence lancé par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Ainsi, il a dévoilé des travaux de recherche de l'Organisation météorologique mondiale sur le climat dans le Pacifique Sud-Ouest. D'après ce nouveau rapport, le niveau des mers s'est accru de quelques 15 cm dans certaines zones du Pacifique au cours des 30 dernières années. La moyenne mondiale est établie à 9,4 cm selon ce travail de recherche. Selon la secrétaire générale de l'Organisation météorologique mondiale, Céleste Saolo, dans l'avant-propos du rapport, les populations, les économies et les écosystèmes de toute la région du Pacifique Sud-Ouest sont fortement touchés par les effets en cascade du changement climatique. Entourés de millions de kilomètres carrés d'océans, les pays du Pacifique Sud sont particulièrement sensibles à la montée des eaux. La grande majorité de leurs habitants résident à moins de 5 km d'une côte, selon les Nations Unies. La hausse du niveau des mers peut conduire par ailleurs à des catastrophes naturelles plus violentes, tandis que l'acidification des océans affecte la chaîne alimentaire marine. Les consultations pour la nomination d'un nouveau Premier ministre reprennent ce mardi 27 août 2024 à l'Élysée, en France. Plusieurs ténors de la gauche, notamment le nouveau Front populaire, fustigent l'attitude d'Emmanuel Macron. Il s'appelle à la mobilisation et refuse de répondre au nouveau round des consultations qui se sont ouvertes ce mardi. L'extrême refuse de son côté toute candidature du nouveau Front populaire. Plus d'explications avec Mamar Ibrahim Touri. Les réactions continuent d'être vives ce mardi matin après la décision d'Emmanuel Macron de refuser de nommer Lucie Cartetta à la tête du nouveau gouvernement français. Plusieurs ténors de la gauche sont montés au créneau pour dénoncer l'attitude d'Emmanuel Macron et ont décidé de ne pas se rendre aux nouvelles consultations prévues dans la journée. Le Rassemblement national dénonce l'appel à la stabilité prôné par Emmanuel Macron. Aussi, Olivier Faure du PS refuse d'être complice d'une parodie de démocratie et n'ira pas à l'Élysée ce mardi pendant que Lucie Cartetta est en colère. François Bayrou, quant à lui, défend la position d'Emmanuel Macron. Fabienne Roussel, du Parti communiste français, et Marine Tondeli, du Parti des écologistes, appellent à les rassemblements et à la mobilisation et dénoncent une dérive bilatérale. De même, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, n'ira pas à l'Élysée pour le second round. Emmanuel Grégoire dénonce un bras d'honneur aux Français. Quant à la France insoumise, représentée par Mathilde Panot, elle refuse un gouvernement d'union nationale. Par contre, l'eurodéputé Renaissance, Pascal Canfin, reconnaît une légitimité au nouveau Front populaire. Le Premier ministre démissionnaire et chef des députés Ensemble ex-Renaissance a indiqué à Emmanuel Macron que son groupe prononcerait une motion de censure immédiate en cas de nomination du ministre de la France insoumise dans le nouveau gouvernement.
Notons toutefois que le lundi dans la soirée, Emmanuel Macron avait appelé les socialistes, les écologistes et les communistes à proposer des chemins pour coopérer avec les autres forces politiques sans mentionner la France insoumise. Pour dénoncer le coup de force d'Emmanuel Macron, la France insoumise se joint à un appel des syndicats Union estudiantine et Union syndicale lycéenne et appelle à une mobilisation le 7 septembre 2024. Plusieurs figures de l'alliance de gauche ont approuvé l'idée de contester le choix d'Emmanuel Macron dans la rue. Elles se réuniront ce mardi après-midi pour appeler à des rassemblements contre Emmanuel Macron, déjà anéantis par Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Manuel Bompard mi-août. Le locataire de l'Élysée justifie son choix au nom de la stabilité institutionnelle. Pour le moment, le Parti socialiste, les écologistes et les communistes n'ont à ce stade pas choisi de coopérer avec les autres forces politiques. Dans tous les cas, le communiqué d'Emmanuel Macron, selon les politologues, est inquiétant et problématique sur le plan démocratique. Notons que les dirigeants du Rassemblement national Marine Le Pen et Jordan Bardella, puis leur allié Éric Ciotti, ont déjà été reçus le lundi 26 août 2024 par Emmanuel Macron dans le cadre des consultations lancées par l'Élysée en vue de former un gouvernement. Dernier élément avant de clore ce journal, le Pakistan est de nouveau rattrapé par le terrorisme. Dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 août 2024, une série d'attentats coordonnés a frappé la région de Baloutchistan, faisant 51 morts. Ces attaques ont eu lieu dans une douzaine de sites dans les districts de Quetta, Gada et Moussa Khaïl. Yeya Mohamed Maïga. Des hommes armés ont tué au moins 51 personnes dans le sud-ouest du Pakistan lundi 26 août, après avoir contraint des passagers de plusieurs bus à descendre des véhicules pour contrôler leur identité selon les autorités. L'attaque a été revendiquée par l'armée de libération du Baloutchistan, ALB, un mouvement séparatiste baloutche. L'attaque est menée par une dizaine d'assaillants. Elle s'est produite dans le district de Moussakel, dans la province pauvre du Baloutchistan, où les forces de sécurité luttent contre les violences sectaires, ethniques et séparatistes. L'armée nationale balouche a affirmé que les personnes tuées étaient des militaires en civil qui avaient été identifiés puis tués par des combattants de l'ALB. Cependant, le Baloutchistan est frontalier de l'Afghanistan et de l'Iran. Il est la plus grande et la plus pauvre province du pays, bien qu'il soit riche en ressources naturelles. En effet, les rebelles séparatistes du Baloutchistan réclament plus d'autonomie et le contrôle des ressources gazières et minières de la province. Ils ont par le passé visé les forces de sécurité du Pakistan. Par ailleurs, une attaque similaire en avril a fait plus de 39 morts, principalement des ouvriers, bus, ainsi que des soldats paramilitaires. Enfin, depuis des années, la société civile se sent spoliée au profit du pouvoir central. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de votre fidélité à Alafia Télévision, la télé de la paix. Bonsoir.